Bonjour, ici Jasmine Laberge. Je serai votre animateur aujourd'hui à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons avec Raphaël Bordelot des problématiques amenées par la fonderie Horn située à Rouyn-Noranda. Jérémy Lachance viendra nous parler des modifications apportées à la loi C-21 concernant les armes à feu au Québec. Jean-Pascal Bouchard, lui, viendra nous parler de la pénurie d'enseignants dans les écoles québécoises. Du côté municipal maintenant, Dylan Larouche viendra nous parler des problématiques de l'intersection à Métabetchouan entre la route 169 et la rue Villeneuve. Et nous débutons avec Simon-Olivier Boutin. Bonjour Simon-Olivier. Bonjour Jasmin. Lui qui viendra nous parler aujourd'hui de la Fondation Benjamin Lepage. Oui. Quel est le but fondamental de cette fondation-là? Le but de la Fondation Benjamin Lepage, c'est d'amasser des fonds pour ensuite les redistribuer à des familles ayant un ou plusieurs enfants atteints de cancer ou de maladies de souche rare et dont la médication coûte extrêmement cher. Et depuis quand cette fondation-là a été créée? La Fondation a été créée en 2021 suite au décès du fils de Patrice Lepage, le fondateur de la Fondation, qui lui aussi est mort d'un cancer de souche rare. Quel montant a été amassé jusqu'à maintenant par la Fondation Benjamin Lepage? L'an passé, la Fondation a amassé dans les environs de 35 000 à 40 000 $. Et combien de familles au total, présentement, depuis la création de la Fondation, ont bénéficié justement de cette Fondation-là? Avec ce montant, toujours l'an passé, la Fondation a réussi à aider dans les environs de 15 à 30 familles. Et est-ce qu'une autre organisation a apporté un partenariat, un certain partenariat avec la Fondation depuis sa création? Bien sûr, on peut prendre par exemple le CF Montréal, la franchise de soccer de Montréal, qui s'est entendu avec un accord de 3 ans avec la Fondation Benjamin Lepage. La franchise qui habituellement s'associe avec des plus grosses fondations comme Leucan a décidé d'opter pour de s'associer avec des plus petites fondations pour leur donner plus de visibilité. Et est-ce que la Fondation Benjamin Lepage organise des événements afin de récumuler le plus de dons possible? Oui, à chaque année, plusieurs activités sont mises en place pour accumuler des dons. Et comme l'année passée, une course de 800 km à vélo avait été mise en place pour récolter le plus de dons possible. Quand même, 800 km. Merci beaucoup, Simon-Olivier. C'était très intéressant. Merci à toi. Je m'entretiens maintenant avec Dylan Larouche. Bonjour, Dylan. Bonjour, Jasmin. Depuis combien de temps la ville de Métabetchouan demandait que des actions soient posées concernant l'intersection? Bien, à cette intersection-là, ça fait environ une vingtaine d'années que le conseil municipal de la ville de Métabetchouan demande que des changements soient faits. Par contre, seulement 15 jours après la mort de la petite Larissa à cette intersection-ci, suite à un accident, le MTQ a décidé de réagir. Et justement, parlant de la MTQ, quelles actions ont été apposées par celle-ci? Tout d'abord, ils ont décidé de faire un marquage au sol pour indiquer aux automobilistes qu'ils entrent dans un village. Ensuite, ils ont décidé d'abaisser la limite de vitesse de 80 à 70 km/h. Ensuite, ils ont mis des caméras pour étudier le comportement des automobilistes sur cette intersection. Et est-ce qu'un plan à long ou à moyen terme a été apporté afin de faciliter la vie aux automobilistes dans cette intersection-là? Donc oui, je me suis entretenu avec le maire de Métabetchouan et celui-ci a indiqué que le MTQ veut soit mettre une lumière, soit mettre un carrefour giratoire. Toutefois, un carrefour giratoire prendrait plus de temps. Comme vous le savez, faire des travaux pour un carrefour giratoire est tout de même plus long que de poser une lumière. Toutefois, ils sont assez optimistes de pouvoir régler le problème d'ici peu. Et est-ce que la Ville est satisfaite de ces changements apportés-là? Oui, la Ville est relativement satisfaite des changements qui ont été apposés, surtout de la vitesse de réaction du MTQ suite à tout ce qui était l'accident. Par contre, le MTQ a mis tout de même 20 ans à réagir, ce qui a été quand même très long. Il a fallu un accident pour, encore une fois, que celui-ci réagisse. Toutefois, le maire et les conseillers municipaux sont actuellement dans un comité spécial qui leur permet de suivre le développement des différentes... Merci beaucoup, Dylan. C'était très intéressant. Jean-Pascal Bouchard est maintenant avec moi sur le plateau. Bonjour, Jean-Pascal. Bonjour, Jasmin. Quelle est la principale cause du manque d'enseignants dans les écoles québécoises? En fait, il n'y a pas de cause principale. Ça va plus être un mélange entre le manque de ressources et le salaire qui est élevé à 48 000 Par exemple, les enseignants ont très peu de ressources. Par exemple, admettons qu'ils ont un budget de photocopie. Le budget, il va être quand même assez bas. Ils ne vont pas pouvoir vraiment faire l'année au complet avec le budget qui est donné par l'école.
Et quelle solution, justement, a été apportée à ça afin de combler ce manque d'enseignement-là? Plusieurs solutions pourraient être proposées. Par exemple, Britannica, avec qui je me suis entretenu, qui enseigne au primaire, m'a dit que les stages qu'ils font à l'université pourraient être payés parce que quand les enseignants sont à l'université, ils font des stages pour vraiment savoir c'est quoi le métier de l'enseignement. Mais une solution qui a été proposée est un système de mentor qui va accompagner l'enseignant pendant ses 5 premières années. Et est-ce que, justement, le manque d'enseignants nuit à la motivation des enseignants qui sont toujours dans le milieu? Oui, ça va nuire à la motivation parce qu'il y a des conséquences à cette pénurie, notamment le manque de suppléants. Par exemple, lorsqu'un enseignant est malade, ça va être à un autre enseignant d'aller remplacer dans son cours, ce qui va un peu débalancer l'énergie des enseignants et aussi les démotiver, comme tu parlais plus tôt. Et est-ce qu'il y a une certaine relève dans le milieu de l'enseignement au Québec, justement? Oui, plusieurs enseignants seraient prêts à la tâche, mais Britannica, avec qui je me suis entretenu, me dit qu'un enseignant sur 5 lâchait dès les 5 premières années. Cependant, on espère que le système de mentor qui a été établi va aider à un peu débalancer cette statistique. Bien, merci beaucoup, Jean-Pascal. Très heureux d'entendre qu'il y a de la relève dans le monde de l'enseignement. C'est toujours très bon à savoir. Merci beaucoup encore. Jérémy Lachance est maintenant avec moi sur le plateau. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jasmin. Concernant justement la nouvelle loi C-21 concernant les armes au Québec, quelle est la plus grande modification apportée à cette loi-là? Dans le fond, dans cette loi-là, il y a un nouveau mandat qui est de faire un gel national qui interdit tous les propriétaires d'armes à feu de vendre, de transférer ou d'acheter de nouvelles armes. Et il y a aussi de nouvelles lois qui ont été appliquées, comme mettons, pour ceux qui sont pris de contrebande. Maintenant, la limite de prison, la sentence maximale est passée de 10 à 14 ans. Et comment était gérée l'acquisition des armes à feu avant l'application de cette nouvelle loi-là? Dans le fond, avant l'application de la nouvelle loi, je me suis entretenu avec mon oncle Dominique Lachance, qui, lui, m'a expliqué qu'au début, il fallait que tu fasses un cours de 8 heures pour ensuite pouvoir avoir accès à ton permis avec restriction. De plus, il fallait que tu ailles voir le poste de police local pour pouvoir aller faire une vérification d'antécédents judiciaires pour voir si tu es légitime à avoir une arme à feu. De plus, quand tu allais chercher ton arme à feu, il fallait vraiment que tu prennes le chemin le plus court possible. Tu ne pouvais pas faire de détour ou arrêter à quelque part d'autre. Et justement, avec l'application de la nouvelle loi, comment est gérée l'acquisition? Sous quel prétexte pouvons-nous acquérir des nouvelles armes? Maintenant, de nos jours, ils ont empêché l'acquisition jusqu'au mois d'avril. Fait que toutes les demandes qui ont été faites avant ont été acceptées et soumises au test de vérification juridique. Mais maintenant, ce n'est plus possible d'acheter et de vendre des armes à feu. Tu peux seulement utiliser ceux que tu possèdes déjà et dans des endroits restreints comme des stands de tir ou des affaires de même. Bien, merci beaucoup, Jérémy. Toujours très encourageant de voir qu'il y a une réglementation, une certaine réglementation par rapport aux armes à feu au Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous terminons l'émission avec Raphaël Bordelot qui nous parlera davantage des problématiques de la fonderie Horn située à Rouyn-Noranda. Bonjour Raphaël. Bonjour Jasmin. Parlant de problématiques, quelle est la principale problématique de la fonderie Horn? Bien, comme on sait, la fonderie Horn de Rouyn-Noranda a récemment fait face à un scandale en 2019. Elle est autorisée par le gouvernement québécois pour émettre 33 fois plus que la norme d'arsenic établie par le gouvernement québécois, ce qui inquiète beaucoup la population de Rouyn-Noranda de ces dernières années. La compagnie rejette 23 métaux lourds dans l'air, dont certains sont considérés comme cancérogènes, dont l'arsenic, le cadmium et le nickel. Et pourquoi les habitants du quartier Notre-Dame, plus précisément, sont inquiets par rapport à la situation? Bien, ils sont inquiets, entre autres, pour leur santé et pour mieux comprendre la situation, je me suis entretenu avec le professeur du département de génie civil et géologie des mines de la Polytechnique de Montréal, M. Gérald Zaguri, qui m'a expliqué les effets que ces éléments cancérogènes pouvaient avoir sur la santé. Donc, pour les gens qui ont une exposition aiguë, des bronchites et des laryngites sont des potentiels effets, et pour une exposition chronique, des maladies neurologiques ainsi que des cancers du poumon sont des risques potentiels.
Les enfants sont aussi à risque parce que, comme me l'a précisé M. Zaguri, des enfants de 6 à 8 ans, les enfants mettent leurs mains dans leur bouche 6 à 8 fois par jour, ils peuvent donc être contaminés par les sols qui sont contaminés dans le quartier Notre-Dame. Et rapidement, en terminant, est-ce que le gouvernement et l'usine ont mis ensemble une loi ou une restriction par rapport aux certains gaz que l'usine projette dans l'air? Oui, ils ont un plan pour réduire leur émission de 100 à 15 nanogrammes par mètre cube d'arsenic jusqu'en 2027. Merci beaucoup, Raphaël. Très intéressant. Ça fait plaisir. Merci également à Dylan Larouche, Simon-Olivier Boutin, Jean-Pascal Bouchard et Jérémy Lachance pour leur participation à l'émission. Merci également à M. Éric Arsenault et M. Joël Sasseville à la réalisation qui nous ont tous fait bien paraître aujourd'hui. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Et on se dit à très bientôt pour un autre magazine sur le plateau. À la prochaine tout le monde.